Eh bien voilà, bonjour et bienvenue de bon matin pour cette deuxième édition du e-salon, du salon digital Bourse Live, les rencontres. Vous allez voir que le programme de ces 2 jours, eh bien il est très riche, des stands, des conférences, des débats où on essaiera d'apporter des réponses concrètes aux questions que vous vous posez. Et on commence sans plus tarder, en pleine forme, voilà, pour cette première webconférence de Bourse Live, les rencontres, avec notre tout premier invité, Serge Ngoubé, ETF Product Manager chez Euronext. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Alors nous sommes ensemble pour une demi-heure pour parler, eh bien justement ETF, on parle aussi tracker, fonds indiciels, ce sont des produits qu'on évoque d'ailleurs souvent dans les émissions de Boursorama. Et on va voir avec vous Serge comment ils ont, on peut dire, fait leur trou dans le marché français. On expliquera également comment il est possible de concilier investissement en ETF et investissement responsable. On parle d'ETF ESG, c'est la thématique de notre conférence. Avant d'ailleurs de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que, Serge, vous pouvez nous faire une petite présentation express d'Euronext? Oui Laurent, donc Euronext c'est le principal opérateur boursier de la zone euro. Euronext est issu de la fusion des bourses d'Amsterdam, Paris et Bruxelles qui a eu lieu en septembre 2000. Aujourd'hui, Euronext opère le marché réglementé de 7 places boursières. Donc la place de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Oslo, Dublin et plus récemment Milan. On connaît les principales, mais on n'avait pas forcément tout en tête, les 7 places. Ouais. Tout à fait, donc ça commence à faire beaucoup. Ouais. Donc concrètement, pour ces marchés, Euronext, c'est sur Euronext que s'échangent les titres. Donc on parle d'actions, de varants, de certificats, d'obligations, de produits dérivés et d'ETF. Bon ben voilà, l'ETF, et c'est ce qui nous rassemble. Aujourd'hui, je le disais dans le lancement, on parle aussi tracker, fonds indiciels. Est-ce qu'on rappelle peut-être, Serge, pour les investisseurs les plus débutants qui nous regardent, quels sont les grands principes, la façon dont fonctionne un ETF? Tout à fait, c'est important. Donc un ETF, ça signifie Exchange Traded Fund en anglais. Donc en fait, il s'agit de fonds négociables en bourse. Donc on peut les appeler aussi des trackers. Donc je vais d'ailleurs utiliser de façon interchangeable le terme ETF et tracker parce qu'en fait, ça veut dire la même chose. Donc c'est un produit financier dont le but principal est de reproduire la performance d'un indice. Donc en fait, c'est la seule fonctionnalité d'un tracker, c'est de reproduire la performance d'un indice. Et un indice, c'est quoi? Un indice, c'est un panier d'actions, d'obligations, de titres financiers qui permet de représenter l'activité d'un secteur, d'un pays ou d'un marché ou d'une thématique particulière. Donc le CAC 40 par exemple, pour citer un indice. Tout à fait, c'est l'exemple que j'allais prendre. Donc on va prendre l'exemple du CAC 40. Donc l'ETF CAC 40 va permettre de reproduire la performance de l'indice CAC 40 qui lui permet de mesurer l'activité de la bourse de la France, de la place française. Et donc en somme, du coup, quand on investit dans l'ETF CAC 40, donc finalement on investit dans toutes les entreprises qui sont comprises dans le CAC 40. Et on voit bien que c'est plus simple parce que plutôt que d'acheter 40 valeurs, dont certaines ont quelquefois un coût à l'achat élevé, et bien là, on peut s'exposer directement. Question peut-être aussi simple qu'essentielle, dans quoi on peut investir grâce à un ETF? On l'a vu, les indices actions, mais il n'y a pas que ça, je pense. Tout à fait. Donc peut-être je vais rappeler quels sont globalement les 3 points sur 3 points, les avantages pour investir dans un ETF. Donc aujourd'hui, les ETF, ils ont 3 points qui les démarquent des autres produits financiers finalement. Donc ça va être les frais de gestion. Donc les ETF ont généralement des frais de gestion assez faibles. Donc du coup, ce qui est intéressant pour un particulier d'investir dans un ETF. Le deuxième point, ça va être l'accessibilité du prix. Donc c'est-à-dire qu'un ETF, du coup, d'où vient le nom de tracker, donc on a la possibilité d'avoir un prix, une cotation tout au long de la journée, donc de 9h à 17h. Donc on peut finalement acheter et vendre l'ETF durant la journée. Et le dernier point, c'est la diversification. Donc, vous avez mentionné, Laurent, le CAC 40. Donc, du coup, le CAC 40 est composé de plusieurs entreprises, donc 40 entreprises de plusieurs secteurs différents. C'est ça. Donc, du coup, en investissant dans le CAC 40, finalement, on diversifie ces investissements en achetant juste un seul produit. Donc du coup, pour revenir à votre question, donc en quoi... avec quoi on peut s'exposer? À quoi on peut s'exposer en fait? Tout à fait. Donc du coup, les trackers permettent généralement d'avoir une exposition sur une vaste diversité de produits et de secteurs différents. Donc on peut par exemple avoir des trackers sur des actions, comme le CAC 40, mais on a aussi des trackers sur des obligations, des matières premières, mais plus récemment des trackers sur des crypto-devises. Donc finalement, vous voyez que le champ d'application est hyper très large pour les trackers finalement. Donc un épargnant qui va être intéressé par exemple pour le secteur de la santé en Europe peut trouver un tracker qui va lui permettre d'avoir cette exposition. Ça, c'est très séduisant pour l'investisseur particulier présenté comme ça, Serge. Il faut quand même faire un portrait complet, on va dire, du produit et il faut forcément aussi parler des risques inhérents à ce type de placement.
que là aussi, voilà, pour que les gens qui nous regardent soient bien en conscience. Tout à fait. Alors, le principe de base qu'il faut garder en mémoire, c'est que le risque d'un tracker, en fait, il dépend du sous-jacent du tracker, donc de l'indice sur lequel il est fondé. Il est basé, d'accord. Voilà, tout à fait. Donc, c'est le principe de base. Donc, on va dire, par exemple, un tracker qui est basé sur un indice de grande capitalisation, de grandes entreprises qui vont avoir une tendance à être un peu plus stable, va être moins risqué qu'un tracker qui, lui, va être basé sur un indice sur des petites capitalisations des entreprises dont les rapports financiers vont être un peu plus volatiles. Donc, du coup, ça va être le principe de base. Donc, on va regarder le sous-jacent de l'ETF. Un ETF sur un produit de dette va être d'un pays développé va être moins risqué, par exemple, qu'un tracker sur un produit de dette d'une entreprise. Donc, ça va être essentiellement l'élément à regarder. Mais il y a aussi un élément peut-être qui va arriver dans un deuxième plan, c'est le type de réplication de l'ETF. Ouais. Et là, c'est un peu plus compliqué. Tout à fait. Donc, parce que pour répliquer l'indice, on a la possibilité d'acheter tous les constituants de l'indice, donc d'acheter toutes les actions des entreprises qui composent l'indice, mais aussi de faire une réplication qu'on appelle synthétique, c'est-à-dire faire un accord avec une banque qui va nous verser la performance de l'indice que nous, on va reverser à l'investisseur. Ouais. Donc, finalement, il y a deux méthodes qui sont utilisées. Donc, et la deuxième, naturellement, synthétique, comporte des risques aussi, mais finalement, les deux méthodes existent et fonctionnent très bien. Donc, ce sont les éléments qu'il va falloir regarder quand on veut analyser le risque d'un ETF. C'est réplication physique, je crois, la première, c'est ça? Physique et synthétique. Physique et synthétique, exactement. Bon, chose à avoir en tête quand on investit. Forcément, là j'ai en face de moi le product manager spécialiste ETF d'Euronext. Combien d'ETF sont aujourd'hui négociables sur Euronext Paris? Et puis, est-ce qu'on a une petite historique de leur développement? J'imagine que ça doit être assez dingue. Oui, tout à fait. Donc, si on fait un zoom, j'ai préparé un chart justement pour vous montrer un peu l'évolution. Ah, c'est pas mal. Donc là, c'est Euronext Paris uniquement. Donc, on a à peu près 800 trackers aujourd'hui sur la bourse de Paris et plus du double sur l'ensemble des marchés Euronext. Donc, aujourd'hui, il y a une croissance assez soutenue, comme vous pouvez le voir sur les dernières années. Donc, ce qui montre, c'est un produit aujourd'hui qui plaît aux investisseurs et qui apporte vraiment des réponses à ce qu'ils attendent. J'imagine que, pareil, en termes de croissance, il y a encore pas mal de choses qui sont attendues. Une question qui revient aussi pour les investisseurs qui nous regardent, c'est « Ah, tout ça, c'est bien joli, les ETF, ça me plaît, c'est simple, c'est peu coûteux, mais est-ce qu'on peut les mettre dans le PEA, le fameux plan d'épargne en action ?» Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est presque une anomalie que tous les investisseurs ayant un PEA n'aient pas des ETF dans leur PEA. Donc aujourd'hui, parce que l'ETF est le produit de prédilection pour un investisseur particulier. Donc on a parlé de la diversification, le fait de pouvoir investir dans un marché. Donc c'est un message là que vous faites passer, Serge. Allez, il faut mettre des ETF dans les PEA. Tout à fait. C'est le produit de prédilection pour les particuliers. Donc aujourd'hui, sur Euronext, on a à peu près 123 trackers qui sont éligibles au PEA. Donc il y a une diversité de produits qui sont aujourd'hui disponibles pour les investisseurs. Donc le choix il est assez large et ce qui va être important, c'est de savoir est-ce que ce tracker il est éligible ou pas. Donc du coup, cette information, on la trouve sur le site d'Euronext, mais aussi sur le site de l'émetteur, mais aussi sur le site du courtier par lequel passerait l'investisseur. Donc important à regarder. Est-ce qu'il faut forcément avoir des ETF qui traitent de la zone euro pour que je puisse les mettre dans mon PEA? Non, pas du tout. Donc, du coup, ça va vraiment être important de regarder. Ça aussi, c'est un truc assez dingue, il faut le dire. Oui, tout à fait. C'est vrai que aujourd'hui, ça va dépendre un peu du produit, de l'exposition, un peu de la réglementation aussi en vigueur. C'est pour ça qu'il faut vérifier, parce que selon ce qui se passe, donc, ça pourrait évoluer. Mais naturellement, les produits de la zone euro vont être éligibles sans problème au PEA. Donc, je vous ai préparé aussi un schéma pour montrer un peu l'évolution des volumes des particuliers aujourd'hui sur les ETF, donc en comparaison au volume total du marché. Donc, on voit qu'il y a eu une évolution. Donc, depuis la crise de la Covid-19. Donc, avant 2019, on était autour de 7-8% d'investisseurs particuliers sur les ETF. Donc récemment, c'est remonté, on se retrouve au-dessus de 12%, mais c'est toujours pas assez. Donc il faudrait que les investisseurs se disent que l'ETF, c'est vraiment le produit le plus adapté pour eux. Mais bon, ça reste une bonne progression. Une bonne progression. On a parlé du développement ininterrompu de l'offre d'ETF, justement, sur les dernières années. Quels sont
les innovations, les nouveautés en termes de produits proposés. Oui, tout à fait. Alors, si on revient un peu autour de l'histoire rapide et récente, donc il y a 5-6 ans, les nouveautés étaient plus autour des ETF Smart Beta. Alors expliquer là. Donc le but c'était d'un ETF Smart Beta, c'est d'introduire une forme d'intelligence dans la sélection et la pondération des actions dans l'ETF. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas tout simplement prendre un groupe d'actions et la répliquer. Donc, du coup, on va appliquer une intelligence sur l'exposition désirée, ce genre de choses. Donc on va aller un peu plus loin dans la sélection. Donc l'innovation se situe autour de ces éléments-là il y a quelques années, mais plus récemment, elle se situe autour de 3 axes. Donc le premier, c'est d'avoir des trackers qui vont répliquer la performance des crypto-devises. Donc, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Donc, il y a une innovation autour de ces sujets-là. Donc, le deuxième, ça va être des ETF des ETF thématiques. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir une exposition sur un thème. Par exemple, je veux investir sur l'intelligence artificielle, le cloud, de l'énergie. Donc, du coup, il va y avoir des ETF qui vont être un peu plus ciblés. Et le troisième, ça va être les ETF développés sur des bases de critères ESG. Donc, et désormais, on voit chez Euronext et chez d'autres fournisseurs d'indices, donc on va plus loin parce qu'on fait transférer donc, des indices traditionnels vers des indices ESG. Donc on rappelle, les critères ESG sont les critères environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance. Vous l'avez dit, c'est l'une des innovations majeures sur beaucoup d'ETF sortis récemment. Et c'est pas toujours simple à appréhender concrètement pour l'investisseur individuel. Ces ETF, ils sont donc, j'imagine, basés sur des indices ESG. Comment ils sont créés? Comment on s'assure aussi, et ça je pense que c'est important, qu'ils sont fiables et témoignent d'un vrai effort finalement en termes d'investissement durable? Oui, tout à fait. Donc alors, je pense qu'il faudrait commencer par comprendre et définir ce que c'est que le sigle ESG. Donc, vous l'avez dit, Laurent, environnement, social et gouvernance. Donc, l'idée, c'est les 3 piliers, tout à fait. C'est lorsqu'une entreprise a une bonne performance ESG, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, cela veut dire qu'elle met en œuvre des moyens pour limiter son impact environnemental. Donc, le premier pilier, donc qu'elle prend en compte les droits de ses salariés et en assurant un dialogue social, donc le deuxième pilier. Et le troisième, c'est qu'elle a une bonne structure de direction, donc par exemple avec des administrateurs indépendants. Donc du coup, c'est vraiment ces 3 piliers, ces 3 éléments qui vont être regardés justement pour pouvoir construire un panier d'entreprise donc ayant le meilleur score ESG. Donc c'est un peu de cette façon-là que les ETF ou les indices ESG sont créés aujourd'hui. D'accord. Et donc, on voit que de plus en plus d'ETF sont basés sur des indices ESG. Donc, certains vont même plus loin. Donc, en plus des critères ESG que je viens de mentionner, vont en rajouter d'autres. Par exemple, exclure des produits, des entreprises du secteur du tabac, du charbon, des armes, des fossiles. Donc, du coup, on va peut-être des fois, de temps en temps, aller plus loin que les critères ESG. Est-ce qu'on peut dire aussi, Serge, parce que je pense que c'est un mouvement qu'à l'œuvre, que la réglementation, elle va de plus en plus aussi obliger les sociétés de gestion et finalement les professionnels de la finance à proposer aux épargnants des produits plus responsables? Tout à fait, tout à fait. Donc là, pareil, donc, pour remettre un peu, resituer le contexte, donc en 2018, la réglementation MiFID II, entrée en vigueur, a mis en place un questionnaire et l'obligation de proposer des produits financiers adaptés au profil de l'investisseur, de l'épargnant. C'est-à-dire qu'on vous pose des questions aujourd'hui pour évaluer votre profil de risque et vous proposer des produits adaptés à votre profil. Tout à fait. Donc cette année, la réglementation elle va aller plus loin. Donc il y aura une question supplémentaire qui va vous demander est-ce que vous êtes intéressé par des produits ESG, donc les produits développement durable. Donc du coup, alors sûrement vous aurez sélectionné oui, je suis intéressé, donc on vous proposera uniquement des produits ESG. Donc du coup, la réglementation aussi va dans ce sens-là, donc elle permet de pousser donc les investisseurs vraiment à être un peu acteurs de leur impact sur l'environnement. Qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, est-ce que, une question, parce qu'on a vu, il y a eu le lancement du CAC 40 ESG, je crois que c'était quoi, en mars de cette année, si ma mémoire est bonne, vous allez peut-être pouvoir me le confirmer. Est-ce qu'il va y avoir une poursuite de la déclinaison des grands indices qu'on connaît en version, entre guillemets, ESG? Oui, tout à fait. Donc je rappelle que les indices ESG sont au cœur de la stratégie d'Euronext. Donc, de manière générale, un investissement durable fait historiquement partie de l'ADN du groupe. Donc déjà en 2008, Euronext avait mis en place le premier indice low carbone, dont le but était de s'aligner avec les recommandations européennes. Donc bien évidemment, comme vous l'avez dit Laurent, ça va s'accélérer. Et donc avec la création d'un indice ESG qui vont être des déclinaisons de tous nos indices traditionnels.
Et donc avec le CAC ESG qui a été lancé en mars de 2021, nous avons aussi lancé le MIB ESG, donc l'indice ESG de la bourse italienne. Et plus récemment, en mai 2022, nous avons lancé une version ESG des indices de la bourse hollandaise et de la bourse norvégienne. Et la prochaine étape, ça va être la déclinaison de ces indices, mais pas en ESG, mais alignés sur les objectifs climatiques. Donc, du coup, on aura vraiment une déclinaison des indices traditionnels en plusieurs indices liés au climat ou à l'ESG. Donc, c'est-à-dire, si je vous suis bien, Serge, les sociétés les plus vertueuses en termes de scénario d'augmentation des températures, c'est ça, les plus 1,5, plus 2 degrés des accords de Paris? Tout à fait, exactement. Donc, les objectifs climatiques, donc, ça va être de regarder donc, des benchmarks qui vont être ceux alignés à ce qui a été décidé ou discuté pendant les accords de Paris. Tout à fait. Comment vous faites chez Euronext pour créer ces indices ESG? Vous êtes en partenariat avec des sociétés? Il y a des experts chez vous qui ont en plus ces critères ESG? Oui, tout à fait. Donc, il y a les deux. Donc, vous avez, Laurent, énoncé. Donc, c'est des partenariats avec des fournisseurs de données et aussi des experts au sein des équipes d'Euronext qui travaillent ensemble justement pour la mise en place de ces indices. Bon. Il y a des questions qui étaient tombées au moment de l'inscription qu'on va poser. Question de Gérard. Je n'y comprends rien dans les noms des ETF en anglais et souvent très compliqué. Est-ce qu'il est possible d'avoir une terminologie plus claire? C'est vrai que ce n'est pas toujours très simple de s'y retrouver. Tout à fait. Je comprends la question de Gérard. Donc effectivement, donc la raison pour laquelle les noms semblent compliqués, c'est parce que les émetteurs essaient de donner le maximum d'informations pour permettre de naviguer dans l'univers de produits qui commence à être de plus en plus large aujourd'hui. Donc effectivement, ce qu'il faut garder en tête, c'est le premier élément, la première information qu'on va trouver sur le nom d'un ETF, ça va être le nom de l'émetteur, parce que c'est une information importante sur l'expertise en fait finalement de l'émetteur sur le type de produit. Le deuxième élément qu'on va trouver juste après, ça va être le nom de l'indice qui est couvert, donc l'ETF ayant pour vocation à reproduire la performance d'un indice. Donc on va retrouver l'information sur l'indice qui est répliqué ou la thématique qui est traitée. Et ensuite, on va avoir des informations optionnelles, comme par exemple, est-ce qu'il s'agit d'un ETF ESG, est-ce qu'il s'agit d'un ETF euro, coté en euros, en dollars, ou UCITS. Donc du coup, ces informations vont suivre, mais l'information principale vont être le nom de l'émetteur et l'indice. Donc je peux comprendre que les épargnants, ne connaissant pas vraiment l'univers des noms des émetteurs, peuvent être un peu perdus. Voilà, tout à fait. Mais c'est vraiment des informations qui sont importantes. Est-ce que quand l'ETF est ESG, c'est forcément mentionné dans son nom, Serge? Non. Ah ouais, donc il faut creuser là aussi pour savoir. Tout à fait. Donc c'est vraiment à la décision de l'émetteur, il choisit le nom finalement, donc de mettre ESG s'il veut vraiment faire ressortir la notion de ESG sur son produit ou peut-être la dimension climatique. Mais généralement, il y a le nom ESG quand il s'agit d'un ETF ESG, mais il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Donc il faut regarder, il faut bosser un petit peu. Sarah, j'aimerais commencer à investir en bourse avec des critères responsables. Les ETF m'ont l'air d'être une solution simple, mais sont-ils bien adaptés à un investisseur débutant? Peut-on investir que des petits montants? Bah oui, parce que quand on a envie de commencer, on se dit pourquoi pas l'ETF, c'est simple, c'est peu coûteux, mais si j'ai que, je vais dire une bêtise, 50, 60 euros à mettre par mois, est-ce que c'est jouable? Tout à fait. Donc, vous avez même trouvé le bon montant. Chouette. Parce que c'est le prix de l'ETF CAC 40. Il est autour de 60 euros. Donc, du coup, avec 60 euros, vous pouvez investir aujourd'hui sur le marché français. Donc, c'est réellement l'objectif des ETF, donc de permettre justement aux épargnants à petit budget de pouvoir avoir une exposition. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez avoir une exposition sur le marché français, le secteur de la santé, vous n'avez pas besoin d'aller faire des analyses, choisir quelle entreprise de la santé acheter. Donc, vous allez tout simplement essayer de trouver des trackers qui vont traquer le secteur de la santé et vous pouvez en acheter parce que justement les coûts sont aussi autour de entre 20, il y a même des trackers qui coûtent 10 euros. Donc très accessible. Tout à fait, donc il y en a pour toutes les bourses. Donc Sarah, oui, tout à fait, c'est possible d'investir sur les ETF et comme je disais, dans le PEA, c'est une bonne enveloppe justement pour pouvoir acheter des ETF. Voilà, donc on ouvre un PEA et on achète des ETF pour le garnir dans la foulée. Mohamed nous posait une question en inscription. Je vois qu'il y a désormais des indices ESG, on l'a dit, dérivés des grands indices. Quel premier bilan sur le CAC 40 ESG? Un ETF basé sur cet indice aurait-il été plus performant sur la période qu'un ETF CAC 40 traditionnel?
Alors, je pense pas simple comme question, ça. Oui, pas simple. Mais ce qui est important de garder en mémoire, c'est qu'il s'agit d'un ETF ESG. Donc, le but recherché, il est bien évidemment de la performance, mais aussi autre. Donc, mais on constate quand même qu'aujourd'hui, sur le CAC 40 ESG, nous avons 2 émetteurs français qui aujourd'hui ont décidé de transférer leur ETF sur cet indice-là. Donc, du coup, ce qui est plutôt très positif. Et il y a un message qui souligne un peu de la tendance ou de ce que la prise de conscience, on peut dire. Tout à fait. Et de la satisfaction des investisseurs, justement, sur les performances aujourd'hui qu'ils reçoivent de ces indices. Et parce qu'on a un total aujourd'hui d'actifs sous gestion avoisinant les 1,5 milliard d'euros. Donc finalement, on a un retour plutôt positif sur cet indice. Bon, on arrive au terme de cette présentation. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement en termes de conclusion, Serge, pour les investisseurs qui nous regardent? Les ETF ESG, c'est maintenant une réalité. Et puis voilà, on peut se lancer si on veut se diversifier. Tout à fait. Donc, de façon générale, les ETF, comme vous l'avez compris, donnent une exposition assez large sur plusieurs types de produits. Donc, on peut avoir une exposition sur des crypto-devises, donc les trackers, pour être plus précis, crypto-devises, des actions, des obligations. Et l'ESG. Donc du coup, oui, effectivement, aujourd'hui, l'ESG est un élément qu'il faut prendre en compte dans sa stratégie d'investissement parce qu'il a été prouvé qu'il n'y a pas, qu'on ne met pas de côté la performance quand on essaie d'investir en ESG. Donc aujourd'hui, c'est réellement une option, une solution que les investisseurs ou les épargnants doivent prendre en compte quand ils veulent investir. Ouais. Une option à prendre en compte quand on veut investir. Ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup, Serge, pour cette présentation très claire. Et je suis sûr que ça a donné l'envie à pas mal d'entre vous de se lancer. Merci, Serge. Merci beaucoup, Laurent. C'est fini pour cette première conférence, mais il y en a plein d'autres à suivre. Restez avec nous pour voir toute la suite de ces 2 journées Bourse Live, les rencontres.